La démocratie malade des élections. Dans tous les pays dits démocratiques, le taux d'abstention aux élections ne cesse d'augmenter. Concernant les élus, les sentiments exprimés majoritairement dans la population, ce sont la désillusion et le dégoût, ce que traduit la formule « tous pourris ». Ce phénomène est gentiment qualifié de désamour par les commentateurs autorisés. Au dire des bien-pensants, les abstentionnistes déshonorent la citoyenneté et bafouent le droit de vote pour lequel des peuples se sont battus et dont certains pays ne bénéficient pas. À les en croire, une fois de plus, les coupables du dysfonctionnement se trouveraient au sein du peuple. Peut-on croire sérieusement que si les citoyens voyaient les élus tenir leurs promesses et répondre valablement à leurs attentes, ils se détourneraient si massivement des élections? La vérité, c'est que les peuples sont de plus en plus conscients que le système électoral est complètement cadenassé par les classes dominantes, qui ne permet absolument pas de garantir le respect de leur volonté et que les élus de diverses obédiences qui assurent l'alternance à la tête des institutions ne remettent pas du tout en cause la politique néolibérale scélérate menée par des gouvernements. Dans pratiquement tous les pays, se prévalant de la démocratie libérale, éclatent régulièrement des scandales mettant à jour la corruption qui gangrène la classe politique et ses élus. Ne citons que deux exemples récents. Tout d'abord, les débats judiciaires de l'ex-président Sarkozy en France, accusé de fausses factures et de financement par la Libye. Par exemple, le détournement des données piratées sur Facebook par la société Cambridge Analytica pour manipuler le vote des millions d'électeurs en faveur de Donald Trump aux États-Unis. Il est évident que, fort de leur puissance financière et du pouvoir de manipulation que leur confèrent les empires médiatiques qu'elles contrôlent, les classes dominantes sont en mesure d'empêcher les opposants à leur système de conquérir le pouvoir par le truchement des élections. Plus encore, l'actualité des dernières années a montré que si des forces progressistes et révolutionnaires parviennent malgré tout à remporter les élections, les gouvernements impérialistes occidentaux se mobilisent pour leur faire barrage. Outre la guerre économique et la subversion, ils ont systématisé la méthode consistant à y organiser des coups d'État institutionnels en s'appuyant sur la corruption de certains parlementaires et sur l'instrumentalisation de magistrats réactionnaires. Exemple en Honduras, au Brésil ou au Venezuela. Leur hypocrisie et leur pratique de deux poids, deux mesures sont manifestes. D'un côté, ils prennent prétexte que des élections ne se sont pas déroulées régulièrement pour agresser militairement des pays tiers. L'exemple de la Côte d'Ivoire est emblématique à ce sujet. De l'autre, ils s'acoquinent avec les pires dictateurs, avalisent leurs coups de force électoraux, comme récemment en Égypte. Dans ces conditions, à quoi peuvent servir les élections? Nous avons déjà montré que les classes dominantes sont capables de cadenasser le système électoral par leur puissance financière et le pouvoir de manipulation de leurs empires médiatiques. Nous avons évoqué régulièrement le pouvoir de nuisance des gouvernements des pays impérialistes. La répression fasciste que la monarchie espagnole exerce actuellement sur les élus catalans avec la complicité de l'Union européenne illustre parfaitement le fait que les élections ne sont pas le gage d'une véritable démocratie. Dans de telles conditions, les mouvements alternatifs et révolutionnaires peuvent-ils espérer que la participation aux élections et la conquête de mandats d'élus soit un moyen d'accéder au pouvoir et à la souveraineté? Il existe chez nous, en Martinique, des patriotes pour lesquels la question ne se pose même pas. Nous ne pouvons pas faire la lutte armée, donc c'est sur le terrain des élections que nous devons nous imposer. Cette position est évidemment caricaturale et ne sert qu'à justifier leur opportunisme électoraliste. Heureusement,
les luttes populaires peuvent prendre de multiples autres formes: grève générale, mobilisation sur le terrain, désobéissance citoyenne, boycott de produits étrangers, etc., etc. Inversement, d'autres appellent au boycott systématique de toutes les élections, qualifiant indistinctement tous ceux qui y participent de vendus ou de traite à la nation. C'est là aussi une position caricaturale, parce que n'étant pas étayée par la capacité de mettre en action des forces susceptibles d'inquiéter le pouvoir colonial, elle ne débouche sur aucune transformation du système. Participation ou abstention aux élections, résistance clandestine et lutte armée ou mobilisation pacifique sont autant de fronts qui ont permis au mouvement populaire de réaliser des avancées, mais qui ont abouti parfois à des désillusions. L'histoire du mouvement révolutionnaire mondial nous enseigne en tout cas que si la stratégie et les tactiques, quelles qu'elles soient, ne tiennent pas correctement compte des réalités politiques du moment, elles sont vouées à l'échec. Avant de répondre à la question de savoir si la participation aux élections peut être un atout dans notre lutte pour la souveraineté, il convient de faire quelques remarques. Le système électoral en vigueur a été conçu pour favoriser les opportunistes qui ne remettent pas en cause l'idéologie bourgeoise et le pouvoir des classes dominantes et ceux qui sont prêts à toutes les compromissions pour partager les gâteaux. Exemple, l'alliance entre les patriotes, le RDM, le PCM, les libéraux assimilationnistes, dont les sarkozystes en est bien triste exemple. L'inconscient collectif reste très marqué par l'idée que l'existence d'élections dans un pays est une garantie de démocratie. Et en dépit du rejet des élections manifesté par une grande partie de la population, évoqué au début de mon intervention, paradoxalement, celle-ci accorde difficilement du crédit aux organisations politiques qui n'ont pas d'élus. Et pour finir, au-delà de positionnements idéologiques et politiques, le phénomène de l'aliénation générée par la domination coloniale contribue à complexifier la situation. Des individus de valeur qui auraient pu jouer un rôle notable dans la lutte ne conçoivent leur épanouissement que dans le costume d'élu et s'automutilent en pataugeant dans les méandres de la politique politicienne. Cette aliénation se manifeste aussi chez des militants n'ayant pourtant pas d'ambition personnelle, capables de faire de gros efforts financiers, de se mobiliser en continu lors des campagnes électorales. Ils n'ont pas le même esprit de sacrifice entre les échéances ou pour soutenir d'autres fronts de lutte. Au bout du compte, nous considérons au CNCP que la lutte sur le front électoral doit rester une option parce qu'elle est l'occasion de faire connaître les analyses alternatives, qu'elle confère une certaine légitimité face aux colonialistes, que les élus locaux peuvent intervenir sur le quotidien, même si c'est une échelle réduite. Cependant, la participation aux élections ne peut se justifier que si elle fait partie d'une stratégie globale dont l'objectif est la libération nationale. Si les candidats proposés sont réellement des personnes impliquées dans le travail d'organisation des masses et porteuses de projets alternatifs, si ces conditions ne sont pas réunies, l'abstention et si nécessaire l'appel au boycott sont entièrement justifiés. Bien sûr, aucune intervention sur le front électoral ne pourra être immunisée contre les luttes de lignes politiques qui traversent tous les mouvements. La capitulation de Syriza face au chantage des banques en Grèce, les luttes du clan au sein de Podemos en Espagne ou les dérives du mouvement 5 étoiles en Italie sont particulièrement instructives à cet égard. Aussi, dans notre stratégie de lutte pour la souveraineté et l'émancipation en Martinique, devons-nous combattre sans concession l'illusion qu'on gagnera du temps en réalisant des alliances politiciennes ou en privilégiant la carte de la personnalisation au détriment de l'organisation des masses. L'implication des masses dans la construction de l'alternative et l'organisation de la résistance, le contrôle réel sur tout le processus décisionnaire reste la condition indispensable, incontournable et prioritaire de la libération et de l'émancipation. Cela est possible par la formation et l'organisation de notre peuple au niveau de nos quartiers,
et dans tous les secteurs divers, comme dans la vie professionnelle, culturelle, économique et sociale. Nous défaire de toute forme d'illusion, consacrer nos compétences et notre énergie à la réalisation des tâches véritablement déterminantes pour l'avancée de notre lutte de libération. C'est ainsi que nous servirons valablement notre peuple. Pour le CNCP, Léon Seveur, et avec la contribution de Jean Abol, président, notre porte-parole Alain Liméry, le secrétaire moi-même, Seveur, et le responsable pour sa affaire extérieure, Robert Saï.